Bonjour, aujourd'hui dans cette revue de presse, nous verrons trois des actualités importantes de cette semaine. En premier lieu, nous parlerons du Yémen. Des accords auraient dû être signés ce mercredi entre l'opposition et le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh. Le médiateur Abdelatif Zayani a échoué à obtenir une lettre de démission de la part du président. Au Yémen, en proie à des manifestations plutôt violentes et réprimées qui ont fait environ 180 morts, les manifestants demandent un changement de gouvernement. À la dernière minute, le président a refusé de signer les accords de démission proposés par le Conseil de coopération du Golfe. Pourtant, tout était en bonne voie pour que ces accords soient signés. L'opposition et son parti les avaient acceptés. Barack Obama s'est entretenu par téléphone avec Saleh pour lui demander de signer les accords. Alors que des jeunes protestataires campent à Sanaa pour demander le départ de Saleh, il reste tout de même à son poste malgré les violentes manifestations. Le médiateur chargé de cette affaire a cependant demandé un prolongement pour terminer sa mission. La démission du président Saleh. Affaire à suivre donc. En second lieu, nous parlerons de la sécurité routière. Afin de lutter contre la hausse de la mortalité sur les routes depuis le début de l'année 2011, le gouvernement envisage actuellement un durcissement des règles du code de la route. Certaines de ces mesures visent plus particulièrement les radars et les excès de vitesse. Parmi les décisions envisagées par le comité interministériel de la sécurité routière, réuni le 11 mai dernier, figure la suppression des panneaux indicateurs et avertisseurs de radars. Selon le comité, l'information sur le positionnement des radars fixes incite en effet certains conducteurs à ne respecter la réglementation des vitesses qu'à leur proximité. La préfecture du Doubs a pris les devants sur les mesures pour la sécurité routière. Elle a d'ores et déjà fait enlever un premier panneau annonçant un radar fixe en fin de semaine à Besançon. François Fillon a été chahuté mardi par les députés UMP sur les nouvelles mesures pour la sécurité routière qui du coup vont faire l'objet dans les prochains jours d'une réunion de travail autour du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, selon les députés UMP. Selon Johan Sacre, je cite, si Fillon n'annule pas cette mesure, on va droit à la faillite. La directrice administrative de Coyote System, un des principaux fabricants d'avertisseurs, semble un peu sonnée. L'avertisseur de radar ne sert pas seulement à éviter de perdre des points. C'est un outil d'aide et d'assistance à la conduite qui identifie notamment les zones à risque, affirme-t-elle. Le matin du 15 mai, la France entière tentait de comprendre ce qu'il s'était passé dans la nuit pour DSK. En effet, cet homme si apprécié des sondages, déjà vu comme le futur président français, fut arrêté à l'aéroport de New York, accusé de viol sur une femme de ménage travaillant dans l'hôtel où il logeait. Nous allons résumer cette affaire et vous donner les dernières nouvelles. En Amérique, les lois sont très différentes de la France. DSK fut dès son arrestation amené menotté, comme tout le monde a pu le voir sur la photo qui fait aujourd'hui débat, au tribunal de Harlem. Représenté par des avocats très réputés, il fut pourtant incarcéré en attente d'un nouveau procès. Les dernières nouvelles datent d'hier soir, le 19 mai, où à 20h15 une nouvelle audience eut lieu, lors de laquelle ses avocats demandèrent une remise en liberté et eurent gain de cause. DSK nie toujours les faits. Rien ne nous dit pour le moment qu'il est coupable. Et les doutes continuent encore de peser sur cette affaire. Toujours est-il que pour le moment, l'ancien président du FMI est aujourd'hui libre en attente de son procès futur en juin prochain. En attendant de nouveaux éléments, cette vidéo va parler de la libération de Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, effectivement, ici, il a forcément éprouvé un grand soulagement. On l'imagine ce soir en se disant, en revenant à Rikers Island, que c'était sa dernière nuit dans cette prison. Eh bien, la réalité, c'est ce qui l'attend à la sortie dans quelques heures s'annonce beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux et surtout beaucoup plus long. Des semaines, des mois d'une procédure d'une grande violence, très coûteuse également. Et puis, une vie confinée dans cet appartement qui sera assurément très difficile. Et enfin, si tout cela va au bout, à son terme, la perspective réelle d'une peine de prison qui pourrait être de plusieurs années. Une caution, Thierry, de 1 million de dollars, un dépôt de garantie de 5 millions. Pourquoi de telles sommes ? On a bien senti tout au long de cette audience finalement qui s'est avérée beaucoup plus longue que prévu que le juge Michael Lobus voulait faire passer deux messages à la fois. Le premier message, c'est qu'il considérait qu'en effet, juridiquement, il n'y avait pas de raison de garder Dominique Strauss-Kahn en prison et que donc la libération sous caution était acceptable. Mais deuxième message, il a voulu absolument ne prendre aucun risque, avoir toutes les garanties possibles que Dominique Strauss-Kahn ne pourrait pas s'échapper. C'est pour ça qu'il a posé des tas de questions, une parmi beaucoup d'autres. Comment, par exemple, fonctionnait un bracelet électronique, à partir de quel moment, dans quelles conditions il allait se déclencher. Et cette somme extrêmement élevée, c'était aussi une façon de faire passer ce message-là. Rien que les mesures de sécurité, Thierry, vont lui coûter, parce que c'est lui qui va payer, quelques 200 000 $ par mois.
Et oui, et tout est à sa charge. Vous pouvez y ajouter probablement un appartement qui coûtera, on va dire, connaissant les prix à New York, quelques 10 000 $ de loyer mensuel. Les frais des avocats, 2 ténors du barreau, comme les 2 avocats qu'il a engagés, allez, 10, 15, 20 000 $ par mois, sans compter tous les frais qu'engagent ces avocats. Par exemple, pour engager des détectives privés, pour mener une enquête sur la victime, on peut raisonnablement estimer, sans trop exagérer, qu'il va dépenser 300 000 $ par mois pendant les mois que pourrait durer cette procédure. Alors on sait que c'est un ménage aisé, on l'a beaucoup dit, notamment en raison de la fortune dont a hérité Anne Sinclair, mais c'est une fortune qui pourrait commencer à disparaître très très vite. C'est en quelque sorte prison à domicile et ça va être un enfer. C'est absolument incroyable le régime qui lui est imposé, très rare même ici aux États-Unis. Imaginez ça, le bracelet à la cheville, des caméras partout dans l'appartement et en plus des gardes, des personnes armées autour de lui. Vous savez, je me disais tout à l'heure que la dernière fois que je me trouvais face à ce tribunal, c'était pour voir y arriver Bernard Madoff. Vous vous souvenez, Bernard Madoff, l'escroc du siècle, il avait fait disparaître une vingtaine de milliards de dollars, ruiné des familles américaines par centaines. Eh bien lui, il était assigné à résidence chez lui seulement le soir, entre 7h du soir et 9h du matin. Le reste du temps, il pouvait tranquillement se promener et aller faire ses courses. Voilà donc la fin de cette revue de presse. J'espère qu'elle vous aura permis de clarifier certaines des principales actualités du moment. À la semaine prochaine.